Si vous voulez bien, on va avancer comme postulat le fait que le syndrome de Wolff-Parkinson-White, comme vous le savez, est à l'origine d'arythmies qui peut parfois être grave, entraînant la mort subite, heureusement dans de très rares cas. Par ailleurs, la mort subite chez le sportif est un événement qui est grave, parce que généralement, c'est des personnes qui se portent très bien, c'est des sportifs, ils sont en excellente santé et conditions physiques. Et surtout avec la médiatisation. Actuellement, avec toute l'évolution des technologies de l'information, dès qu'il y a un événement qui se passe n'importe où au niveau du globe, c'est très vite diffusé et on le voit partout. Cependant, le côté positif de cette pathologie, c'est que celle-ci est curable. En cardiologie, nous avons rarement des pathologies qu'on peut guérir. Lorsqu'on est hypertendu, c'est chronique. Lorsqu'on a une insuffisance coronaire, donc c'est une anomalie de l'endothélium, c'est une pathologie chronique. Le Wolff-Parkinson-White, lorsqu'on ablate la voie accessoire, le patient est guéri et ne revoit plus son médecin après le contrôle de 6 mois. Quelques chiffres. On note une incidence rapportée par la littérature qui est de 1 à 3 pour 1000, donc 1 à 3 pour 1000 de la population générale présenterait des voies accessoires. Et la prévalence est de 4 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an. Autre chose, concernant la mort subite. Concernant la mort subite, selon les séries, elle varie de 0 à 0,6%. Seule une équipe milanaise conduite par Carlos Papon a rapporté un chiffre qui sort un petit peu de cet intervalle. Ce qu'on peut aussi surtout relever, c'est que chez les patients asymptomatiques, le premier symptôme peut être la mort subite dans 25 à 56% des cas. Voici un petit rappel historique du syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il a été décrit pour la première fois en 1930, rapporté par les 3 éminents cardiologues, Wolff-Parkinson-White. Et là, ils décrivirent à cette époque-là la présence d'un bloc de branche, d'un intervalle PR court, associé à des tachycardies paroxystiques chez une population de jeunes gens. Voici une coupe anatomopathologique de la voie accessoire. Excusez-moi, je cherche le pointeur. Oh, oui. Voici donc ici, vous avez la paroi latérale de l'oreillette et ici on a la paroi latérale du ventricule gauche. En conditions normales, les voies de conduction sont les voies naturelles qui sont les voies de conduction normales, les voies nodoïciennes. En dehors des voies nodoïciennes, il ne peut pas y avoir de conduction électrique, car les deux anneaux, l'anneau mitral et tricuspide, sont des anneaux fibreux et ils sont complètement étanches et isolants. Alors, dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White, vous avez en plus de ces voies naturelles, de ces voies nodoïciennes, une voie accessoire qui va conduire très rapidement l'influx électrique de l'oreillette vers les ventricules. Voici les types de tachycardie qui peuvent survenir chez des patients porteurs de voies accessoires. La plus fréquente est la tachycardie dite orthodromique, qui descend par les voies normales et remonte par la voie accessoire. Et là, on aura bien entendu une tachycardie qui sera à QRS fin. Beaucoup plus rarement, moins de 4% des cas, on peut avoir une tachycardie dite antidromique. Et là, le circuit donc passe par la voie accessoire et remonte par les voies nodoïciennes. Et dans ce cas présent, on aura une tachycardie qui sera à QRS large. Voici une tachycardie à QRS fin, qui est donc une tachycardie orthodromique qui descend par les voies normales et remonte par la voie accessoire. Ici, vous avez un exemple de tachycardie antidromique qui emprunte la voie accessoire et remonte par les voies normales. Voici ce dont on craint, c'est la complication que l'on redoute chez les patients qui sont porteurs d'une voie accessoire, c'est la survenue d'une fibrillation atriale. Et celle-ci sera conduite par la voie accessoire qui n'a pas les propriétés décrémentielles des voies nodoïciennes.
Cette voie accessoire peut conduire très rapidement. Si l'oreillette bat à plus de 360 par minute, les 360 impulsions peuvent emprunter cette voie accessoire et descendre au ventricule et donner une fibrillation ventriculaire et provoquer la mort subite. Concernant les patients symptomatiques, les patients qui présentent des symptômes, qui ont un syndrome de Wolff-Parkinson-White, donc un PR court avec des symptômes, que disent les recommandations? Les recommandations sont claires, et là, c'est l'ablation par radiofréquence. Donc il faut proposer le patient dans un service de rythmologie, le référer à un service de rythmo, afin de procéder à l'élimination de cette voie accessoire. Le problème, bien entendu, va se poser chez les patients asymptomatiques. C'est des patients qui ne se plaignent de rien, qui ne présentent absolument aucun symptôme. Alors, vous me direz, puisqu'il y a cette solution d'ablation par radiofréquence, pourquoi ne pas leur proposer d'emblée une ablation, et là, le problème est réglé. Mais comme vous le savez, tout acte invasif a des complications. Bien que les complications soient relativement faibles, inférieures à 2%, dans la plupart des séries publiées, mais vous savez que lorsque les voies accessoires se situent à proximité des voies normales, on peut aller donc ablater sur cette voie accessoire et provoquer, ablater dans la foulée les voies normales et donc entraîner un BAV complet nécessitant la mise en place d'un PACE. Par ailleurs, c'est exceptionnel, on peut avoir bien entendu toutes les complications qui peuvent aller, je veux dire, du simple bobo au niveau du point de ponction jusqu'à la perforation, jusqu'au décès du patient. Mais je vous dis, c'est des complications extrêmement faibles. Donc, quelle est la stratégie à suivre chez ces patients qui présentent une voie accessoire qui sont tout à fait asymptomatiques? La plupart des auteurs et des équipes proposent de stratifier le risque de survenue d'arythmie, c'est-à-dire aller chez cette population complètement asymptomatique et essayer de retrouver en son sein la population qui serait à risque de développer des arythmies sévères, voire une mort subite. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu les moyens non invasifs. Les moyens non invasifs, c'est bien entendu le CG. Il a été donc rapporté que si vous avez un syndrome de Wolff-Parkinson, un aspect de préexcitation intermittente à l'ECG, ça serait un élément de bon pronostic. Mais cependant, cet élément n'est pas vraiment confirmé, car on peut avoir un aspect intermittent et le patient par la suite peut développer une arythmie sévère. L'échocardiographie est très importante dans le sens où ça nous permet de voir est-ce que vous avez une cardiopathie associée à cette voie accessoire. Et si c'est le cas, bien entendu, le pronostic est plus réservé. Le Holter ECG des 24 heures. On peut avoir chez des patients tout à fait asymptomatiques des patients qui peuvent présenter des tachycardies qui sont infracliniques. Le patient ne ressent absolument rien, et quand vous leur faites un ECG de 24 heures, là vous allez enregistrer des épisodes de tachycardie qui ne sont pas ressentis par la personne. Et enfin, vous avez l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort est un élément important, est un examen important, il peut être réalisé n'importe où, et l'intérêt de l'épreuve d'effort, c'est de voir est-ce que la préexcitation disparaît à l'effort. Alors pour dire qu'une voie accessoire a une période réfractaire longue ou bien elle est bénigne, c'est la disparition abrupte, donc brutale de la préexcitation. Donc vous faites faire un effort à votre patient, si la préexcitation disparaît brutalement, c'est un signe qui serait de bon pronostic. Nous avons après, bien entendu, d'autres méthodes pour évaluer cette voie accessoire et stratifier le risque. Wellens, qui a beaucoup travaillé, c'est un éminent rythmologue qui a beaucoup publié sur le syndrome de Wolff-Parkinson-White, qui a fait beaucoup de travaux. Là, voici ce qu'il propose comme facteur de risque d'arythmie sévère, voire de mort subite. C'est le sexe masculin, une période réfractaire courte, avec un intervalle RR lorsque les patients
font de la fibrillation atriale préexcitée, donc une fibrillation atriale avec des QRS larges, irrégulières. Lorsqu'on a un RR, un intervalle RR inférieur à 200 millisecondes, ça serait de mauvais pronostics, bien entendu, parce que la voie accessoire donc a une période réfractaire courte. Et l'état de stress. Lorsque le patient est en situation adrénergique, c'est un élément de mauvais pronostic. Voici un exemple. Ici, c'est une épreuve d'effort chez un patient chez qui on a déclenché à l'effort une fibrillation atriale conduite par la voie accessoire. Vous voyez que les QRS sont larges et complètement irrégulières. Et lorsque le patient a continué à faire de l'effort, cette fibrillation atriale conduite par la voie accessoire s'est accélérée et aurait pu se terminer par une fibrillation ventriculaire. D'autres travaux ont été avancés, surtout par une équipe milanaise qui a beaucoup contribué dans la compréhension, dans la stratification du risque, c'est l'équipe de Papon. Et là, les éléments de mauvais pronostic chez les patients asymptomatiques, porteurs d'une voie accessoire, seraient l'induction d'une tachycardie à l'exploration électrophysiologique. Lorsqu'on a un Wolff Parkinson White, on peut procéder à une exploration électrophysiologique et là on va essayer d'induire des tachycardies. Si le patient est inductible, soit on induit une FA ou une tachycardie supraventriculaire, alors le patient a une voie accessoire qui est dangereuse. Et la présence de voies accessoires multiples. Parfois, on peut avoir plus d'une voie accessoire. Voici le pronostic. Vous voyez, les patients qui sont inductibles font beaucoup plus d'arythmies, de tachycardie et d'événements cardiaques par rapport aux patients non inductibles. Nous avons réalisé dans le cadre d'un travail de thèse dans notre service une étude qui a été réalisée dans notre service où on a recruté plus de 199 patients, qui a été présentée à l'Europace, le congrès donc, de la Société européenne de rythmologie de CardioStim en 2015. Et là, on a pris parmi ces 199 patients, 3 groupes. On les a scindés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est des patients qui ont présenté des événements majeurs, à savoir soit des syncopes, soit des arythmies sévères ou une mort subite ressuscitée. Un autre groupe, c'est des patients qui ont présenté simplement des palpitations, et enfin un troisième groupe de patients totalement asymptomatiques. Et ce qu'on a fait, on a comparé les caractéristiques entre les deux populations, les patients à très haut risque, ceux qui ont fait une syncope ou une mort subite ressuscitée, par rapport aux patients asymptomatiques. Et là, les facteurs de mauvais pronostic, c'est comme pratiquement les autres études, c'est la période réfractaire qui est courte, donc une voie accessoire qui conduit rapidement, l'inductibilité de la tachycardie aussi, et nous avons retrouvé aussi que les patients porteurs d'une voie accessoire latérale gauche étaient plus prédisposés à avoir des événements sévères. Alors, que peut-on proposer à ces patients? Une fois qu'on a stratifié le risque, qu'on a identifié la population à haut risque, que doit-on faire? Et là, toujours, l'équipe de Papon a publié ce papier dans le New England en 2003, et là, ce qu'il a fait, il a pris 224 patients asymptomatiques. Parmi ces patients asymptomatiques, il a essayé de faire ressortir les patients à haut risque. Et là, donc, il en a fait ressortir 72 patients qui étaient inductibles. Parmi ces 72 patients à haut risque, il les a scindés en 2 groupes. Le premier groupe, il a ablaté leur voie accessoire, donc il a procédé à un traitement radical. Le deuxième groupe, il n'a rien proposé, il a fait simplement un suivi. Et là, on voit, chez les patients donc traités, seuls 2 patients ont présenté un événement, donc ils ont présenté des tachycardies, qui étaient probablement secondaires à une récidive des voies accessoires. Par contre, les patients non traités ont présenté 21 événements rythmiques, dont une mort subite ressuscitée. Toujours cette équipe de Papon, dans une autre étude, a
pris aussi les enfants. Comme vous le savez, quand on opère un enfant, c'est un peu plus délicat. Le cœur est plus petit, vous avez des sondes à l'intérieur du cœur, il y a la proximité des voies de conduction naturelles, donc il y a un risque, disons, de complications qui est un peu plus élevé que la population adulte. Et là, regardez, la même chose, 165 enfants, 60 étaient à haut risque, et les a scindés en deux groupes. Le premier groupe, donc traité, deuxième, non traité. Et là, la même chose, le premier groupe, seul un patient a présenté une tachycardie, donc une récidive probablement de la voie accessoire, et dans le groupe non traité, 7 ont présenté des arythmies qui étaient symptomatiques, 3 patients ont présenté des fibrillations ventriculaires, dont un décès. 2 ont été récupérés et 1 est décédé. Toujours ce Papone, persévérant, a publié plus récemment ici un papier, et là il a changé carrément, il a abordé la question autrement. Et là c'est une des plus grandes séries sur le vol Parkinson-White publiée. C'est une série qui a comporté plus de 2169 patients, et là la même chose, il a proposé une exploration chez tous les patients. Toujours il les a scindés en deux groupes. Un groupe de patients non traités, un groupe de patients, la moitié traités. Et là, dans les patients non traités, le total était de 1001 patients. Il a eu 1,5% de fibrillation ventriculaire. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce groupe de patients, 550 étaient asymptomatiques. Et les patients qui ont présenté des fibrillations ventriculaires, la plupart d'entre eux étaient asymptomatiques, donc ça a été leur premier symptôme. Dans le groupe de patients traités, voilà, le taux de succès était de 98%, qui est le taux habituel des ablations des voies accessoires, avec 0 arythmie maligne, donc une meilleure survie. Comme vous l'avez certainement donc compris, tout à fait au départ, on a raisonné en patients symptomatiques et patients asymptomatiques. Et là, donc, lui, maintenant, il pose il a changé disons, d'approche pour poser la question suivante. Est-ce que, réellement, c'est le fait d'être symptomatique ou asymptomatique qui va changer notre attitude? La réponse, donc, à travers toutes ces études, montre que non, en fait. La réponse, c'est la propriété électrophysiologique de la voie accessoire. Si elle est perméable, si elle conduit rapidement, là il faut ablater. Le traitement va dépendre surtout de la propriété électrophysiologique de la voie accessoire. Ici, comme il l'a résumé ici, regardez, 13 patients sur 15 qui ont survécu, heureusement tous, à une fibrillation ventriculaire, étaient asymptomatiques. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question initiale, donc le vif du sujet. Chez un sportif, que doit-on faire si on est confronté à une voie accessoire? Voici les recommandations de la conférence de Bethesda en 1994, sachant qu'en 1994, c'était le début de l'ère de l'ablation par radiofréquence. C'était un petit peu les débuts. Et là, regardez, c'était carrément l'éviction sportive, et il propose 6 mois d'arrêt d'activité sportive avec un traitement médical et vérifier l'efficacité. Et 3 mois si on ablate la voie accessoire. Donc on arrête le sportif pendant 3 mois après une ablation. Et là, après, il propose aussi de contrôler les patients qui n'ont pas été ablatés, on doit les contrôler régulièrement. Les choses, bien entendu, 10 années après, en 2004, ont évolué, toujours conférence de Bethesda, la 36e, et là, on propose carrément l'ablation chez les patients symptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, là, la question reste posée. Et à cette époque-là, on disait, en cas de doute, il est préférable de procéder à une exploration électrophysiologique et de traiter si le patient est à haut risque. Et là, plus récemment, les recommandations américaines, donc de l'AHA et de l'ACC, proposent une ablation chez les patients symptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, ce qu'ils proposent ici, c'est de faire une épreuve d'effort.
Si vous avez une disparition abrupte de la préexcitation à un niveau très faible, c'est-à-dire si le patient, par exemple, fait une épreuve d'effort et que sa préexcitation disparaît, par exemple, à une fréquence de 130, une fréquence cardiaque relativement basse, et d'une façon abrupte, à ce moment-là, on peut autoriser l'athlète à continuer son activité sous surveillance et pas n'importe quelle activité. Les activités donc à haut risque, la plongée, ça c'est proscrit. Il faut procéder à l'ablation par radiofréquence. Mais ici, toujours dans ces recommandations, ils disent mais en cas de doute, il est préférable de faire une exploration électrophysiologique et d'ablater la voie accessoire. En conclusion, la découverte d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White ou bien d'un aspect ECG de Wolff-Parkinson-White, est-ce qu'il contre-indique l'activité sportive, la pratique sportive? La réponse est non. Le patient peut continuer à faire son activité sportive après, bien entendu, une ablation par radiofréquence chez les patients symptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, c'est l'épreuve d'effort. En cas de doute, procéder à une exploration électrophysiologique et ensuite à une ablation par radiofréquence si les voies de conduction présentent des caractéristiques dangereuses. Et je vous remercie pour votre attention.